deux tables rondes pour cet après-midi de travail. L'une autour des 50 ans de la loi contre le racisme du 1er juillet 1972. C'est la loi de 1972. C'est la loi qui a été portée par un homme dont je suis très heureux et très fier de le savoir parmi nous, qui est M. Alain Ternoir, qui est ici. Nous n'en voulons pas particulièrement à M. Pleven, mais il faut dire que cette loi tient plus de l'acharnement, la persistance, l'intelligence et le travail de M. Ternoir et de ceux qui l'ont accompagné que du garde des Sceaux qui a endossé par son nom cette loi qui est une loi cardinale, et j'y reviendrai évidemment et nous y reviendrons plus tard pendant notre congrès. Il sera accompagné dans le cadre de cette table ronde par Mme Aurélie Day, colonel et chef de division pour la lutte contre les crimes de haine pour l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Par un magistrat que je suis heureux de retrouver, j'allais dire sur nos terres, puisque je me suis souvent trouvé sur ces terres, mais là, en fait, nous avons nos terres communes, parce qu'en fait, depuis toujours, les combats qui sont celles de Madame Annabelle Philippe sont les combats de la LICRA, et il était normal, presque par réflexe, qu'aujourd'hui, Madame l'avocate générale référendaire à la Cour de cassation, Ilana en parlera bien mieux que moi, soit à nos côtés. Je vous demande de l'applaudir aussi. Parce qu'elle a souvent été un de nos partenaires judiciaires importants. Et enfin, mais c'est aussi important et pour moi porteur d'avenir, puisqu'aussi bien les missions qui lui sont dévolues sont des missions mais particulièrement importantes. Monsieur Benoît Loutrel est membre du collège de l'ARCOM. L'ARCOM, c'est cet organisme qui a pris la suite notamment du CSA, et qui, dans le cadre de la DSA, notamment, aura un rôle, il vous en parlera, mais en tout cas de contrôle, de régulation, de contrôle, de transparence, des moyens de modération, des plateformes et autres. Autant dire qu'en tant que membre du collège de l'ARCOM, Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le rôle de M. Benoît Loutrel et l'apport dans ce débat sont particulièrement importants. Je vous remercie. Et puis, il y a Ilana Soskin, que vous connaissez et qui est la technicienne, la remarquable avocate et la présidente de la commission juridique. Et comme à chaque manifestation publique de la LICRA, j'allais dire, il faut son animateur. J'ai d'autres références qui me viennent à l'esprit, mais je ne veux pas être discourtois puisqu'il a plus de talent que ceux auxquels je pensais. Merci Alexis Lacroix d'être encore une fois avec nous. Bon débat à tous. Merci à vous, merci à toi, cher président, cher Mario Stasi. Merci aussi d'avoir, en ces circonstances un petit peu officielles, les 50 ans de cette loi si importante, qu'on appelle improprement, il a raison Mario de l'avoir rappelé, la loi Pleven, mais qui est en fait aussi la loi Ternoir. On va avoir l'occasion de s'en rendre compte dans un instant. Merci d'avoir rappelé aussi les mannes d'hommes si importants que Bernard Lecache ou Lazare Acheline, parce que le combat antiraciste, au fond, est sans doute un tournant de son histoire, et ce n'est pas seulement une formule que j'emploie là devant vous. Il est un tournant de son histoire après 50 ans, évidemment, d'efficacité juridique, associative, militante, mais aussi avec des menaces très importantes aujourd'hui, et les attaques récurrentes, très profondes, très structurales que l'extrême droite porte contre cette dite loi Pleven. On va y revenir dans un instant. Mario a très bien fait les choses, il m'a mâché le travail, vous voyez, c'est un formidable président de la LICRA. Je n'ai plus donc à vous présenter, il me reste donc à vous appeler, cher Alain Ternoir, à la tribune, pour nous présenter justement les enjeux mémoriels essentiels des 50 ans de la loi que vous avez, avec tant d'ardeur, tant de passion, tant de dévouement, porté devant la représentation nationale. On applaudit encore une fois Alain Ternoir. Et je rappelle, cher Alain Ternoir, que vous êtes aussi un combattant de l'Europe unie. Et c'est si important dans ces jours funestes de guerre poutinienne contre l'Ukraine libre. Vous êtes le président qui a succédé à Otto von Habsburg de l'Union pan-européenne internationale.
Merci de votre aimable et amicale présentation. Merci au président Stasi, dont je rappelle aussi le souvenir ému de son oncle, avec lequel j'avais eu des relations très suivies. Et je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui, en ce samedi, se sont dérangés pour participer à une réunion de combat, du combat éternel, permanent, hélas, de la LICRA. Combat indispensable, et heureusement que vous êtes là, heureusement que vous animez là où vous êtes, dans vos différents cercles familiaux, de travail, d'association, cette lutte contre ce mal permanent qui vient de loin et qui continue, malheureusement, et auquel il faut veiller avec une attention de plus en plus vigilante, qui est le racisme et l'antisémitisme. Le racisme, d'ailleurs, le mot n'est pas suffisant. Discrimination, pour couvrir l'ensemble des éléments qui concourent à cette haine qui oppose les uns aux autres depuis les temps les plus anciens, qui s'adapte au temps du jour, mais qui continue à se manifester sous toutes les formes, qui mérite que cette opposition que vous manifestez avec talent et persévérance ne se relâche jamais. Alors pour en revenir à l'origine de la loi, autant vous dire qu'effectivement, lorsque au début des années 70, est intervenue devant le Parlement la ratification de la Convention internationale adoptée par l'ONU en 1965 contre la discrimination raciale, on s'est interrogé sur la législation française en la matière. Il y avait certes le décret-loi Marchandeau qui avait été réhabilité à la Libération, qui avait été peu mis en application. Certes, dans son temps initial, puisque ce qui est intervenu juste après, vous le savez, l'horreur absolue en la matière, mais avec le retour de la démocratie parlementaire, on aurait pu attendre, et d'ailleurs de parlements extrêmement actifs, avec des femmes et des hommes de talent très engagés sur le plan républicain et de la lutte, qui avait amené beaucoup d'entre eux dans la résistance à ce que cette législation, pourtant hélas indispensable, soit si peu mise en œuvre. D'ailleurs, la République précédente, celle de la Troisième, aurait pu aussi être plus réactive après la douloureuse affaire Dreyfus. Les années 20 et surtout les années 30 auraient pu éveiller plus rapidement, plus complètement, le législateur républicain français face à ce qui devenait une nécessité de combat. Bon. Ceci étant, c'est donc à partir de 1971 que la discussion s'est nouée pour la ratification de la convention que je rappelais à l'instant. Le gouvernement de l'époque, c'était le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, l'homme de la nouvelle société. L'homme Chaban-Delmas, que je connaissais bien, avec lequel j'avais des relations politiques et personnelles très étroites, était très sensible à ces questions. Il s'avère néanmoins que pour des raisons, disons, à caractère politique, qui n'avaient rien à voir, à mon avis, avec le racisme et qui étaient en annexe, était très réticent sur une législation française. Que ce soit au niveau du Quai d'Orsay ou que ce soit au niveau de la chancellerie, du garde des Sceaux, on peut, disons, expliquer des raisons. Pourtant, l'actualité s'avérait de plus en plus exigeante en la matière. Nous étions donc en 1960, au début des années 70, 1972, 10 ans après la guerre d'Algérie, et il y avait des relents, si on peut l'appeler ainsi, en la matière de rejet, d'animosité encore, et même de violence, et même de crimes, à l'égard, en l'occurrence à l'époque, principalement des travailleurs immigrés venant d'Afrique du Nord.
l'Afrique subsaharienne n'était pas encore très présente sur ce terrain. L'économie française était en plein boom, c'était les 30 Glorieuses. On avait besoin de travailleurs non formés, en masse, et ce sont donc beaucoup de Nord-Africains qui sont venus et qui ont dû subir, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous évidemment, un accueil indigne de ce que nous pensions être notre réputation mondiale et historique. Et donc, ces éléments-là ont joué et ont amené au dépôt de plusieurs propositions de loi et à l'activisme en la matière d'une autre organisation que la vôtre, même si la vôtre était très sensible au sujet. J'en ai des souvenirs très précis avec des collègues parlementaires. Le MRAP, le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, avait fait en sorte de pouvoir déposer, par l'intermédiaire de groupes politiques, une proposition de loi. Il y en a eu d'autres. Ça, c'était le groupe communiste, il y a eu le groupe socialiste et le groupe auquel j'appartenais, de l'UD 5e République, le groupe, disons, pour simplifier, gaulliste, a fait en sorte aussi de déposer des propositions de loi. Mais le garde des Sceaux, donc effectivement, M. René Pleven, probablement à l'écoute, mais je n'ai pas d'éléments suffisamment précis pour le dire absolument, n'était pas très favorable à cette législation. Donc on lui a un peu forcé la main avec Jacques Chaban-Delmas et j'ai été désigné. Pourquoi? Est-ce que c'était par le fait de mon âge? Pas le même qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous étions en 72, il y a 50 ans. Bon. Je n'étais d'ailleurs plus un jeune député, puisque j'avais déjà été élu en 1967, à une époque où il n'y a eu que 2 sièges de majorité parlementaire pour cette législature un peu particulière qui s'est terminée avec 68. Il y avait un certain Jacques Chirac élu en Corrèze et votre serviteur élu dans la Loire contre un sortant de l'opposition. Voilà. Donc, sensibilité à ce sujet, naturellement. Et il a fallu vérifier qu'avec mon groupe, tout le monde y était favorable. Je notais comme anecdote, mais néanmoins significative, en plus l'actualité s'y prête, que dans la commission des lois, il y avait beaucoup de députés d'origine corse, soit élus corse, soit d'origine, de famille, portant des noms corses. Bon. Et entre eux, d'ailleurs, à la commission, ils parlaient volontiers le corse, ce qui fait que je ne le comprenais pas. Je comprends un peu l'italien. J'avais des réminiscences de latin, je ne comprenais pas le corse, ou pas suffisamment pour savoir, et qu'ils avaient l'intention de déposer un amendement pour introduire une disposition supplémentaire dans la proposition de loi que j'allais présenter contre la discrimination, le racisme anti-corse. J'ai eu le plus grand mal à faire comprendre à mes chers collègues que cette disposition risquait d'être contre-productive, éventuellement même de soulever quelques sourires moqueurs. J'ai eu grand mal. Ils ont fini par renoncer à faire voter leur amendement. Néanmoins, l'auteur de cet amendement, un certain Jean Bozzi, député d'Ajaccio, ancien préfet par ailleurs, a choisi de l'évoquer au cours de la séance publique. Voilà, donc la loi a été votée facilement, avec le soutien du garde des Sceaux, René Pleven, et donc du gouvernement, bien entendu, à l'unanimité. Il en a été de même au Sénat, où du côté du Sénat, déjà, des intentions du même type s'étaient manifestées, notamment à travers son ancien président, M. Gaston Monnerville, qui était naturellement très, très sensible à ce sujet, d'autant plus que, à travers cette loi, nous visions non seulement les travailleurs immigrés, en particulier d'origine étrangère, mais nos compatriotes d'outre-mer, qui venaient également en nombre travailler en métropole, et qui subissaient eux aussi, malheureusement, quelques mauvais effets de comportements inadmissibles. Un petit mot avant de céder la place à ceux qui doivent aussi intervenir. Je suis au regret de constater que 50 ans après, cette loi, dans un tout autre contexte, à tout point de vue, social, sociologique, politique, mérite encore plus de produire ses effets, de faire l'objet, dès l'école, d'une formation
à notre jeunesse pour qu'on lui introduise dans son éducation que le respect de l'autre, que le respect de la différence est un élément essentiel de la vie. Il n'y a pas de vie en société si on commande à se discriminer les différences, car nous sommes tous différents les uns des autres, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion. Et sur ce terme de religion, les phénomènes se sont, comme vous savez, élargis et amplifiés. Alors bien entendu, de mon sens, il faut prendre en compte la réalité sociologique et politique de nos pays, et de notre pays en particulier la France, pour noter que ce n'est plus la même situation, qu'il faut prendre en compte ces évolutions, mais il y a des feux rouges, il y a des lignes continues, des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Jamais. Jamais. Et ça doit s'expliquer très tôt pour que ce soit introduit dans le cerveau de tout un chacun, pour que tout au long de sa vie, comme il sait qu'on ne franchit pas un carrefour si le feu n'est pas au vert pour le piéton, ce que je fais régulièrement avec mes petits-enfants, en matière de racisme et de discrimination, on ne franchit pas cette ligne rouge continue. Voilà, c'est fondamental. Il y a bien entendu d'autres choses à dire sur cette loi, mais en tout cas sur ce premier sujet, je voulais donner mon sentiment et surtout vous remercier pour votre combat. Il est plus indispensable que jamais. Merci infiniment. Merci infiniment, cher Alain Ternoir, pour cette introduction et cette exhortation vibrante, très forte, très humaniste. On vous en remercie. Vous avez planté le décor, au fond, de ce que va être notre discussion. Et sans attendre et sans commentaire inutilement, redondant, je cède la parole à l'excellente Ilana Susskind, maître Ilana Susskind, qui est présidente de la commission juridique de la LICRA, qui va aussi nous... Alors, vous n'étiez pas, vous, chère Ilana, la rapporteuse de cette loi si fondamentale, mais en revanche, vous avez un combat essentiel et durable en faveur de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme depuis longtemps, et on aimerait évidemment vous entendre aussi sur la signification actuelle de la loi qu'Alain Ternoir a portée avec tant de courage. Est-elle contrebattue par certaines forces obscurantistes, anti-humanistes, anti-européennes, et comment répondre aussi à ces défis très contemporains? Merci beaucoup. Mes propos vont directement à l'attention aujourd'hui de M. Alain Ternoir, que je voudrais remercier avec un peu d'émotion, beaucoup d'émotion même, parce que je dois vous dire qu'il m'arrive fréquemment, M. Ternoir, de ressortir les travaux parlementaires et de vous citer devant les juridictions. Je voudrais vous remercier parce que vous nous avez donné l'arsenal législatif qui m'a permis, à moi, en tant qu'avocate, de m'emparer de la question du racisme et qui permet aujourd'hui de me confier cette mission en tant que présidente de la commission juridique, de faire appliquer la loi. Les propos de cette loi sont aujourd'hui plus que d'actualité. Et si je me permets de les citer devant les juridictions et régulièrement devant la Cour d'appel de Paris quand on est en difficulté, c'est justement pour rappeler à quel point l'esprit de votre loi, l'esprit de ce que vous avez porté, est aujourd'hui celui que nous devons appliquer. Quand je vous lis, et je voudrais donner lecture à l'Assemblée des propos que vous avez rapportés au moment de l'adoption de cette loi, je ne peux que penser que cette loi est aujourd'hui la loi majeure qui gouverne nos actions. Car il n'y a pas pire racisme que celui qui ne s'avoue pas, hypocrite, discret, mais quotidien. Ce mal dont nous avions l'illusion de croire qu'il avait disparu après les folies hitlériennes demeure plus que vivant aujourd'hui. N'avez-vous jamais entendu dire « Ces Arabes sont sales, paresseux, menteurs, et ils encombrent nos hôpitaux » Et plus discrètement, la finance est pourrie par la presse, et la presse est vendue puisqu'elle est aux mains des Juifs. Je voudrais vous dire, Monsieur Ternoir, que ces travaux parlementaires, cette loi que vous avez votée, nous permet effectivement et concrètement aujourd'hui de combattre le racisme dans les prétoires. Il nous permet de faire condamner Dieudonné lorsqu'il fait monter sur scène Forisson pour lui remettre le trophée, un trophée de négationniste sur le terrain de l'injure à caractère racial. Il nous permet de faire condamner Alain Soral sur le terrain de la diffamation
qui dit que tout est juif dans le 11 septembre. Il nous permet aussi de faire condamner Alain Soral quand il dit que l'incendie de Notre-Dame, c'est la faute des Juifs, sur le terrain de la diffamation raciale que vous avez fait voter. Il nous permet de manière plus contemporaine de faire condamner des gens sur Twitter. Par exemple, dans le procès de April Benayoum, la jeune Miss Provence, qui s'était fait insulter sur les réseaux sociaux. Votre loi de 72, qui, je le pense, aurait dû porter votre nom, nous permet aujourd'hui encore, exactement dans les termes dans lesquels elle a été votée, de faire condamner, certes, ces primo-délinquants, mais de leur dire que la loi, quand bien même ils tiendraient leurs propos sur Twitter, s'applique à eux. Pour cela, je vous remercie, Monsieur Terre-Noire. Mais nous avons des difficultés. Mais nous avons des difficultés, et je ne peux pas ne pas vous en parler. J'ai réfléchi plusieurs fois, éventuellement même à vous faire citer devant les juridictions, à vous demander de venir témoigner. Parce que quand je lis les propos que vous avez rapportés lors du soutien de cette loi, sur ce racisme insidieux, sur ce racisme hypocrite, eh bien, nous avons été confrontés, Monsieur Terre-Noire, à un revirement de jurisprudence par la Cour de cassation sur le délit de provocation à la haine raciale que vous avez adopté. Lorsque vous l'avez adopté, lorsque vous en avez parlé devant le Sénat, l'Assemblée nationale, on parlait d'un sentiment de haine et de rejet. On parlait de cet antisémitisme sournois qui se cache. Et la Cour de cassation, dans une affaire contre Valeurs Actuelles, où on voyait une Marianne voilée avec marqué « cet islamisme qu'on nous cache », a considéré, d'un seul coup, à abandonner ce sentiment de haine et de rejet qu'on essayait d'appliquer depuis des années pour retenir celui de l'exhortation. Et d'un seul coup, toutes nos procédures en cours sont tombées. Parce que la Cour de cassation a considéré, oui, je vous vois un peu hausser les épaules, nous aussi on était surpris, Annabelle Philippe, procureure aussi, voilà, on a eu du mal, et d'un seul coup il a fallu devant nos juridictions et dans plusieurs affaires, essayer de démontrer l'exhortation explicite ou implicite, alors que dans votre loi, l'incitation à commettre les crimes avait été expressément enlevée de l'injure et de la diffamation, parce que ça ne permettait pas de poursuivre les délits. Alors on a essuyé des revers, on a essuyé des déceptions, notamment une dont j'avoue j'ai toujours du mal à me remettre, celle d'Alain Soral, qui, dans une caricature, En marche vers le chaos mondial, où on voyait Emmanuel Macron, un globe, Emmanuel Attali, Drey, Attali, Rothschild tenant le globe, et on disait, tenant le globe, excusez-moi, et il y avait marqué En marche vers le chaos mondial. Et dans cette affaire où, clairement, la loi avait été adoptée pour ça, cet antisémitisme sournois, celui qui ne s'avoue pas. Dans ce dossier, on a essuyé une relaxe d'Alain Soral, confirmée en appel, confirmée par la Cour de cassation, parce que nous ne démontrions pas l'exhortation explicite à la haine contre les Juifs. Donc voilà, j'ai hésité à vous faire venir. Et plusieurs fois, dans cette affaire et dans d'autres, contre Éric Zemmour, contre Hervé Ryssen, nous avons essuyé des refus. Nous avons aussi essuyé des refus parce que lorsqu'on vise Drey, Attali, Rothschild, ces parasites, la Cour d'appel parfois considère... Il s'agissait, chère Ilana, de Patrick Drahi, hein. Il ne s'agissait pas de Julien Drey. Ah, pardon, Patrick Drahi. Non, dans une des caricatures, il y avait aussi Julien Drey, c'est pour ça. Parce que dans... excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil de mon propos. Je suis désolé. Mais... C'est pas grave. Sur le groupe visé, la Cour de cassation a aussi considéré dans plusieurs décisions que lorsqu'on visait toutes ces personnalités, on ne visait pas nécessairement la communauté juive dans son entièreté et que le groupe visé n'était pas celui des Juifs. Donc, je dois vous dire qu'on s'éloigne un peu de l'esprit de votre loi. En tout cas, sur le délit de provocation à la haine raciale, je suis au regret de vous le dire aujourd'hui, peut-être le saviez-vous, on s'éloigne de l'esprit de cette loi. Et c'est effectivement très difficile. Alors, avec le travail évidemment de procureur à la Cour de cassation, sur le sentiment et sur le groupe visé, on a réussi, et très récemment, notamment contre Alain Soral, à revenir à un peu de sens. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du rap des Gilets jaunes. Ce rap où on jetait au feu les photos de Rothschild, les parasites, les photos de In24 News, ces médias pourris aux mains des Juifs, et toute une série de personnalités juives qui étaient jetées dans un brasier. La Cour d'appel avait considéré que cela ne visait pas les Juifs. Et évidemment, ça ne correspondait pas à
à l'esprit de la loi. Je dois vous dire que très récemment, et donc il n'y a même pas 2 mois, on commence à revenir à quelque chose d'un peu plus logique devant la Cour de cassation et que cette décision qui avait été rejetée en appel a été cette fois-ci condamnée par la Cour de cassation et que nous allons être invités à replaider ce dossier devant la Cour d'appel. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'application de votre loi. Juste pour conclure, aujourd'hui, à la veille des élections, et d'ailleurs j'en profite pour dire que certains des personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui sont soumis au droit de réserve, puisque nous rentrons en période électorale, donc pourra pas s'exprimer. Mais puisque je ne le suis pas, et à l'intention des candidats, des gens qui continuent à diviser la France, je voudrais terminer sur ces débats parlementaires pour vous montrer à quel point ils sont aujourd'hui plus que nécessaires et actuels. Le racisme est une maladie contagieuse. Il donne à un peuple des leçons d'intolérance, de haine et de mépris. Ces leçons s'entendent très vite dans tous les domaines. On les a mentionnées, celui des relations au travail, celui des rapports politiques. C'est cela que nous voulons à tout prix éviter à notre pays, car nous savons qu'aucune nation n'est immunisée contre cette maladie et que si les circonstances s'y prêtent, les peuples apparemment plus tolérants peuvent en être atteints. Merci infiniment, chère Ilana Souchier. Merci beaucoup. Vous nous avez résumé, au fond, avec le brio qui est le vôtre, les enjeux essentiels, au fond, de la contestation ou de la relativisation de l'arsenal juridique créé par Alain Ternoir et par le gouvernement de l'époque, de Chaban-Delmas. Alors, comme vous avez évoqué aussi certaines hésitations, certains reculs peut-être, de la Cour de cassation, comme vous avez évoqué d'ailleurs aussi la rouerie de certains racistes. C'est vrai que quand vous mêlez des personnalités explicitement juives, connues comme telles, comme Jacques Attali, avec un président de la République, candidat à l'époque, qui n'est pas juif, et on peut tourner autour du pot, il n'est pas juif, vous contournez la loi, ou en tout cas vous mettez en difficulté le législateur pour appliquer complètement cette loi, et puis les juges aussi. Donc je cède la parole à Annabelle Philippe, c'est très logique, conseiller référendaire à la Cour de cassation, qui va nous expliquer justement comment comprendre ce que vous, maître Surskin, mettez en cause comme recul de la Cour de cassation dans l'interprétation de la loi d'Alain Ternoir. Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais remercier la LICRA et son président de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Pour vous dire mon parcours, pour que vous compreniez ma fonction, j'ai été pendant 7 ans à la tête de la section spécialisée au parquet de Paris de la lutte contre le discours de haine, dite section de la presse et des protections des libertés individuelles. Aujourd'hui, je suis à la Cour de cassation, alors au parquet général, où j'ai du coup un discours indépendant et très libre et où je peux dire ce que je veux pour essayer de faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, comme vous l'a dit Ilana Souchier, parfois a pu nous surprendre quand moi-même j'étais au parquet et parfois me surprend encore, mais je suis pleine d'espoir parce que cette dernière évolution me semble très révélatrice d'une nouvelle tendance que la Cour de cassation va prendre et très rassurante et je pense qu'il faut mener ce combat dans les juridictions pour faire comprendre l'esprit du législateur et effectivement on ne peut que remercier Monsieur Ternoir d'avoir soutenu cette loi qui en tout cas a été mon outil de travail quotidien pendant des années et qu'il est encore à l'occasion de quelques dossiers aujourd'hui, qui est une loi républicaine qui nous dit si l'on veut, comme vous l'avez rappelé, si l'on veut vivre ensemble, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, qui ne peuvent pas être tolérées et nous devons les condamner et les punir et empêcher ces propagateurs de haine de diffuser leurs messages impunément. Alors, être magistrat donc du parquet, c'est-à-dire celui qui organise les poursuites et donc pas celui qui juge, puisque je n'étais pas du côté de celui qui juge, c'est essayer de mettre en place une politique pénale à partir justement de ces lois qui sont à notre disposition pour lutter au mieux contre ce phénomène qui est le discours de haine. Discours de haine qui est une notion qui n'est pas dans les textes, dans lequel on met finalement toutes ces infractions issues de la loi de 72 et qui ont été intégrées dans la loi de la presse et qui sont donc la provocation à la haine, l'injure raciale et sexiste,
discriminatoire de façon générale, la diffamation à caractère raciste, la contestation du crime contre l'humanité qui est arrivé après avec la loi Guesso, mais qui vient évidemment compléter la loi de 72. Et puis, au-delà du discours de haine, le législateur, qui avait commencé cette œuvre dans la loi de 72 pour réprimer les discriminations raciales, est aussi intervenu pour faire... c'est la loi Lelouch, dont je ne sais plus la date là tout de suite... bon, je vous fais quand je ne sais plus, mais qui a créé cette circonstance aggravante qui maintenant permet aussi de réprimer des actes comme le vol, les violences, le meurtre, les dégradations, par cette circonstance qu'elles ont été faites, commises à raison de l'appartenance d'une personne à une race, une ethnie ou une nationalité particulière. Donc le législateur, depuis 72, essaye d'étoffer ces outils à la disposition des magistrats pour lutter le mieux possible contre tous les actes racistes. Et une autre tendance a eu lieu. Alors il y a eu un débat un peu sensible peut-être ici, sur lequel je reviendrai vraiment de façon allusive, où est-ce qu'il fallait ou pas sortir ces infractions de la loi de la presse, parce que la procédure de la loi de la presse est une procédure très contraignante, parce que le principe de la loi 1880, c'est la liberté d'expression. Et donc, on fait en sorte de rendre très difficiles les poursuites dès lors qu'il s'agit d'expression. Mais le législateur a bien vu, malgré tout, que ces difficultés n'avaient finalement pas vraiment de sens quand il s'agissait d'un discours de haine qui ne doit pas bénéficier de la protection de la liberté d'expression. Et je trouve d'ailleurs qu'il est vraiment important de souligner ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, qui est vraiment pour nous une référence quotidienne et fondamentale dans la lutte contre le discours de haine. Elle dit aujourd'hui, quand le discours vient à nier toutes les valeurs qui sont protégées par la Convention européenne des droits de l'homme, on ne peut plus venir revendiquer sa liberté d'expression. Donc je crois qu'on a atteint avec ces décisions vraiment des marqueurs, des limites qui sont posées et qui sont fondamentales pour nous. Donc le législateur n'a pas sorti ces infractions de la loi de la presse, mais a fait évoluer grandement tout ce qui est contrainte procédurale pour les propos à caractère raciste. Elle a augmenté le délai de prescription, qui était de 3 mois pour un certain nombre d'infractions et qui est maintenant de 1 an. Elle a aligné les peines, que ce soit pour les contraventions, pour les délits quand on est dans l'injure non publique raciale ou l'injure publique raciale. Elle a permis quelque chose de très important, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si on a l'occasion de parler de dossiers plus précis, mais elle a permis quelque chose de fondamental, c'est la requalification entre une injure raciale, une diffamation raciale et la provocation à la haine raciste, ce qui n'était pas possible avant. Et si on se trompait de qualification au départ de nos poursuites, eh bien, on avait une relaxe et on ne pouvait plus revenir en arrière. Aujourd'hui, et je vois justement des décisions de la Cour de cassation qui a pu, dans cette jurisprudence où il ne suffisait plus de susciter le rejet, mais vraiment de créer l'exhortation, disait parfois ce propos, aussi injurieux qu'il pouvait être, n'exhortait pas à la haine. Aujourd'hui, il faut mettre dans le débat, et là j'invite vraiment les avocats à le faire, à mettre dans le débat la requalification pour que la bonne qualification soit discutée à l'audience et pour que, si on n'est pas sur la bonne qualification au départ, on puisse changer, le mettre dans le débat et avoir une condamnation à la fin. Très récemment encore, puisque c'est la loi d'août 2021 sur le respect des principes républicains, le législateur a prévu ce qui n'était pas autorisé jusqu'à présent, c'est-à-dire la poursuite de certaines infractions de discours de haine par la voie de la comparution immédiate. Alors, il faut que ce soit en dehors d'une responsabilité d'un organe de presse, mais des discours, ce qu'on pourrait appeler le discours raciste quotidien de la rue. Si on dit à sale juif à quelqu'un dans la rue, aujourd'hui, on peut être déféré devant un tribunal à l'issue de sa garde à vue. Et je crois que c'est le dernier, sûrement pas la dernière, il y en aura d'autres sans doute, mais en tout cas la plus récente, et qui montre qu'il y a cette volonté de dire, certes, on est toujours dans des infractions d'expression,
mais il faut pouvoir lutter contre et donc poursuivre plus facilement. Alors bien sûr, quand on est au parquet, on rencontre les mêmes difficultés que les avocats des associations, avec qui, je précise, alors je ne suis plus dans cette section, mais je crois que ces liens existent toujours autant, on travaille énormément avec les associations qui ont les moyens de déceler, de découvrir tous les propos racistes qui malheureusement se propagent sur Internet et nous aident, nous apportent d'une certaine manière la matière à poursuivre devant les juridictions. Et donc il y avait vraiment des réunions régulières, plusieurs fois par an, pour apprendre à se connaître et parce qu'on a le même désir, le même combat de lutter contre ces infractions. Donc ces difficultés, quand on est à l'autorité de poursuite, on les reçoit. Nous aussi, la Cour de cassation, on doit suivre sa jurisprudence ou au contraire résister un peu dans le respect des décisions prises par les juridictions, mais pour faire évoluer les choses, parce que malgré tout, quand on est vraiment en juridiction du fond sur le terrain, on a l'impression de toucher de plus près la matière, de voir qui sont ces auteurs. Quand on a fait, comme moi, des dizaines d'audiences avec Alain Soral en face de soi, ou Faurisson, ou Dieudonné, ou Hervé Ryssen, toutes ces personnes avec qui j'ai malheureusement passé de nombreuses heures, on comprend le caractère très ambigu et insidieux du propos qui essaye toujours de se cacher. Et dans un des rapports, justement, qui était celui qui a été soutenu à l'occasion du dernier arrêt de la Cour de cassation et qui a dit dans ce rap des Gilets jaunes, non, quand on a 3 personnes de confession juive qu'on fait brûler comme les autodafés de l'époque nazie, on doit se poser un peu plus de questions que ce que nous dit l'auteur des faits. Vous m'autorisez une question à ce stade, justement, puisque Maître Ilana Soskine évoquait cette caricature, ça fait 5 ans qu'elle existe, lors de la dernière campagne présidentielle, donc elle évoquait à juste raison cette caricature qui représentait donc le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, entouré de 3 personnalités juives. Comment est-ce qu'on montre, parce que ça c'est précis, justement, on n'est pas dans l'idéologie, comment est-ce qu'on montre quand il y a ces 3 personnalités autour, donc je crois que c'était dans mon souvenir Jacques Attali, le patron de médias, de communication, Patrick Drahi, et puis David Rothschild, comment est-ce que l'on montre, d'un point de vue juridique, qu'il s'agit d'une insinuation d'ordre antisémite, ou comment est-ce que, inversement, les défenseurs, j'imagine, des personnes incriminées peuvent dire « mais non, pas du tout, c'est une critique de l'oligarchie financière qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme ». Vous voyez, la question est précise. Hein. Alors malheureusement, on a échoué jusqu'au bout sur ce dossier. Mais là, on est au cœur du débat. Hein. Je me dis que peut-être aujourd'hui, ça repasserait, qu'on pourrait... peut-être avoir une décision différente. Moi, c'était moi à l'audience au parquet en première instance. C'est justement de dire qu'on ne doit pas se laisser abuser, en fait, par des artifices. On ne doit pas se laisser abuser par un message qui n'a pour but que de brouiller le réel message qu'on veut porter. Alors on va mettre un drapeau israélien au lieu de mettre juste une étoile de David pour pouvoir dire je parle de la politique d'Israël et je ne parle pas des Juifs. On va mettre $1 à la place du signe nazi en disant vous voyez bien que je ne veux parler que de la finance et d'ailleurs quand je mets Rothschild c'est bien pour parler de la finance. Sauf que quand on met Jacques Attali, déjà on commence à s'éloigner un petit peu de la finance. Quand on parle d'un patron de médias, on n'est plus non plus exactement dans la finance. Et quand on a un président, parce que l'image, c'était le président Macron, les bras ouverts avec ce globe vers le chaos mondial, et les 3 personnages, les 3 personnalités de confession juive étaient derrière, un peu en ombre, avec vraiment cette image qui montrait que on tirait les ficelles de la marionnette présidentielle et le discours et puis il faut savoir de qui vient le discours. Il y a un moment on est obligé dans les éléments extrinsèques. On ne peut pas dire, alors c'est pas parce qu'un jour on a tenu un propos antisémite que toutes les phrases qu'on dira dans sa vie seront antisémites, ça on est tout à fait d'accord, mais quand on sait que parfois le propos, et d'ailleurs
à l'époque, depuis, Alain Soral parle de manière beaucoup plus décomplexée. Et dit maintenant, derrière le 11 septembre, il y a les Juifs, enfin, j'en ai plein en tête. Mais à l'époque, son propos n'était pas décomplexé, était toujours caché, parce qu'il pensait sans doute pouvoir échapper à sa responsabilité, et souvent, malheureusement, on lui a donné raison. Mais voilà, je crois qu'il faut toujours essayer d'expliquer aux juges qui jugent qu'il y a des façons assez grossières, finalement, de brouiller les messages et qu'il ne faut pas se laisser avoir. Mais du coup, il faut que du côté des associations et du parquet, ou du parquet général auquel j'appartiens maintenant à la Cour de cassation, il faut qu'on amène la juridiction à rechercher le sens véritable du propos en reprenant chacun des détails de l'image, chacun des détails du propos, pour essayer de leur redonner leur véritable sens. C'est pas simple, c'est un travail de longue haleine, compliqué, mais j'ai l'impression que la persévérance, voilà, nous y aide. Je ne vais pas monopoliser plus la parole, vous pourrez me poser plein de questions. Je voulais juste dire une chose, c'est que quand on est magistrat et qu'on lutte contre ces infractions, on a l'impression malheureusement de vider l'océan avec une petite cuillère, tant le nombre de ces propos se diffuse et recommence, chaque site qu'on fait fermer réouvre sous un autre nom. Voilà, donc c'est parfois un petit peu décourageant, mais j'ai retrouvé cette phrase du sénateur Pierre Maillet qui avait écrit le rapport établi au nom de la commission des lois du Sénat concernant la loi Pleven, la loi de 1972, pardon, et il disait: la loi pénale peut atteindre en pareille matière à une efficacité relative sans doute, mais certaine. Et voilà, sachez que les magistrats n'ont pas de doute là-dessus, et ceux qui travaillent dans cette matière s'efforcent chaque jour pour que, même si le résultat est relatif, il soit certain. Merci infiniment, chère Annabelle Philippe, pour votre témoignage à la fois lumineux et très lucide sur les limites, bien sûr, de l'intervention de la Cour de cassation face à la rouerie des racistes d'aujourd'hui qui ont plus d'un tour dans leur sac. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, je me tourne vers vous, Aurélie Day, à la tête donc, de la division pour la lutte contre les crimes de haine au sein de l'OCLCH, vous êtes par ailleurs colonel, est-ce que vous avez le sentiment de vider l'océan avec une petite cuillère, pour reprendre la formule d'Annabelle Philippe? Alors oui, c'est un sentiment qu'on peut effectivement avoir. Alors juste pour remettre un peu les choses dans le contexte général, donc cette division de lutte contre les crimes de haine, c'est une création qui est assez récente, puisqu'elle a été créée à l'été 2020, donc vous voyez, on n'est pas très ancien. C'est à l'initiative d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de l'époque. Voilà. Dans un contexte un peu particulier, effectivement, parce qu'à l'époque, on a un certain nombre d'exactions qui sont commises contre des cimetières juifs, ce qui appelle effectivement une mobilisation forte à l'époque au niveau politique, et effectivement cette envie de peut-être de créer, alors au départ, un office qui serait spécialisé dans cette matière-là, sauf que très rapidement, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà un office existant et qu'il y a déjà cette compétence-là, et qui va donner lieu donc à la création de cette division. Cette division, donc, elle est armée aujourd'hui de 10 personnels, donc à la fois des policiers et des gendarmes, puisque c'est mixte. On a une compétence sur l'ensemble du territoire national, et en termes de compétences, de champ de compétences, on est compétent pour traiter toutes les infractions à partir du moment où elles répondent à un mobile discriminatoire. Alors là, on va entrer dans le concret. C'est quoi une journée ou une semaine d'Aurélie Day? Concrètement, ça consiste en quoi? Votre rôle, il est très important comme sentinelle de la République, mais qu'est-ce que vous faites concrètement chaque jour? On a plusieurs rôles au sein d'un office central. On a bien évidemment un rôle d'enquêteur, ça c'est avéré, c'est la première de nos missions. Avec un spectre un peu particulier, puisque, comme vous l'avez compris, on est 10 enquêteurs. Pour autant, on s'appuie sur une véritable chaîne intégrée, puisqu'on s'appuie bien évidemment sur toutes les unités de terrain. Et on a donc ce rôle d'enquêteur à partir du moment où on est sur des enquêtes qui sont sensibles ou qui sont complexes, qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, notamment en matière de discours de haine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que un certain nombre d'auteurs aujourd'hui de discours haineux se protègent derrière des législations qui sont
effectivement plus protectrice, on va dire, que la législation française, qui nous pose à nous effectivement un certain nombre de difficultés. Alors soit parce qu'ils vont effectivement créer des sites qui sont protégés par des législations autres que la législation française, soit tout simplement parce qu'ils vont aller à l'étranger aussi eux-mêmes, physiquement. Et ça, c'est effectivement le cas. Donc on a ce rôle d'enquêteur, on a aussi un rôle d'appui et d'aide pour toutes les unités territoriales. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a déjà évoqué, le droit de la presse est un droit qui est complexe, avec une procédure qu'il convient de maîtriser, parce qu'effectivement, ce sont des arcanes un peu particulières par rapport au droit commun, et donc il nous appartient à nous, en tant qu'office central, puisqu'on apparaît comme les experts en la matière, d'accompagner les enquêteurs qui ont plutôt l'habitude de faire du droit commun, on va dire, pour faire en sorte, que les qualifications retenues soient les plus exactes possibles par rapport aux faits qui sont commis, et ça c'est pas toujours simple. On a un vrai objectif aujourd'hui clair de formation des officiers de police judiciaire, justement pour la prise en compte de ce mobile discriminatoire qui, malheureusement encore à notre goût aujourd'hui, est trop souvent mis de côté. Donc on fait un vrai travail de pédagogie sur le sujet, et on a aussi un rôle, et ça c'est important, de centralisation et d'exploitation du renseignement. L'idée, c'est d'essayer de déterminer si concrètement les individus qui sont auteurs de discours haineux sont susceptibles à un moment donné de franchir le Rubicon de l'écran et d'aller dans la vraie vie pour commettre des atteintes aux personnes ou des atteintes aux biens. L'idée étant bien évidemment, dans la construction de ce parcours-là, d'évaluer à quel moment le passage à l'acte pourrait se produire pour essayer effectivement de l'anticiper et en tout cas d'arriver à une entrave judiciaire avant qu'on ait une commission d'atteinte aux personnes ou d'atteinte aux biens. Merci infiniment. On reviendra dans la discussion. On espère avoir le temps aussi de vous réinterroger chez Aurélie Day. On vous applaudit parce que c'est un travail fondamental que vous réalisez. Donc on comprend que vous êtes 10 colonels de gendarmerie et de police, comme vous, à vos côtés, pour réaliser ce travail vraiment de sentinelle de la République. On l'applaudit, mais plus fort que ça, voilà, parce que c'est important ce qu'elle fait. Alors là, je me tourne vers Benoît Loutrel. Lui, c'est un rôle de vigie médiatique que vous avez à l'Arcom. Faut dire les choses comme elles sont. Le CSA, enfin l'ex-CSA, aujourd'hui Arcom, est souvent pris à partie par les gens. Je vais mettre les pieds dans le plat. On ne met personne en cause en particulier, mais quand il y a une diversité d'affiliations idéologiques et politiques des différents groupes de médias en France, des oligarchies médiatiques, parce que c'est une réalité qui n'a rien à voir avec le racisme, il y a des oligarques des médias, et que certains choisissent délibérément d'aller justement explorer avec leurs chroniqueurs de presse cette ligne rouge. Comment on fait à l'Arcom pour encadrer cette parole jusqu'à un certain point désentravée qui rejoue quelque chose de Drummond et de sa libre parole, mais en ne franchissant jamais totalement la ligne rouge. Cher Benoît Loutrel. Bonjour, merci pour votre invitation aujourd'hui. Alors, pour prendre ce premier sujet rapidement, on fait comme mes voisins. On saisit, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République et on laisse les juridictions faire leur travail. L'Arcom n'est pas un censeur, l'Arcom ne décide pas sur savoir ce qu'on peut dire ou non sur les chaînes de télévision, c'est le rôle du juge. Et donc on a été amené à le faire et certaines personnes ont pu être condamnées derrière dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, je crois que c'est pas pour discuter de ces sujets sur la partie audiovisuelle, mais plus pour voir expliquer quel est le rôle un peu que l'Arcom qui succède au CSA peut jouer sur les réseaux sociaux. Parce que ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une montée de cette haine, de ce discours de haine, et qui se fait en ligne, particulièrement sur les réseaux sociaux, les plateformes, Facebook, Twitter, YouTube. La loi s'y applique de la même manière pour les auteurs, mais la question est que faire vis-à-vis de la plateforme ? Et donc, effectivement, l'Arcom, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a un rôle nouveau à jouer pour viser à responsabiliser ces plateformes qui, clairement, ont une capacité à faire partie de la solution et pas seulement du problème.
Alors on a un processus de tâtonnement juridique parce qu'effectivement, jusqu'à présent, il était difficile de caractériser leur rôle et de construire un dispositif pour obtenir d'elles un comportement plus responsable. Ce ne sont pas des éditeurs. Elles n'ont pas de fonction éditoriale. Donc, on ne peut pas leur appliquer le régime juridique de l'éditeur, la responsabilité éditoriale. Jusqu'à présent, elles ont beaucoup été classées comme des hébergeurs avec une responsabilité limitée. Et tout le monde sent bien dans tous les pays d'Europe que ça n'était pas satisfaisant et qu'elles ont visiblement un grand pouvoir. Et le pouvoir appelle la responsabilité. Et donc, il faut l'organiser. Et donc c'est ce qui a commencé à être fait en France, en Allemagne aussi, et qui est en train de se confirmer en fait au niveau européen. Et donc en France, on tâtonne. Les premières lois ont été votées. C'est comme ça que l'Arcom est rentré dans le jeu. La première, elle n'a pas été sur la haine en ligne. C'était la loi de 2018 de lutte contre la manipulation de l'information, qui consiste à dire à ces grandes plateformes, attention. On ne peut pas abuser de vos services pour répandre de fausses informations ou pour biaiser le fonctionnement de l'opinion publique. Ça avait été voté après la dernière élection présidentielle où tout le monde avait le sentiment qu'il s'était passé quelque chose de bizarre avec la publication de ces fameuses Macron Leaks le vendredi soir avant le premier tour. Et à l'époque, on était un peu désarmés pour savoir dire mais qu'est-ce qu'on demande aux réseaux sociaux ? La commission électorale était intervenue pour rappeler la presse écrite et audiovisuelle à la responsabilité en disant on ne sait pas ce que c'est que ces choses, ne propagez pas, mais on ne savait pas quoi demander pour les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que le CSA a commencé à s'occuper des plateformes de réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, ces plateformes ont toutes mis en place des politiques de lutte contre la manipulation de l'information et elles en rendent compte publiquement et devant le régulateur qui est l'Arcom. La deuxième tentative, le législateur s'est attaqué en 2019 à la haine en ligne avec la loi Avia qui s'est arrêtée au Conseil constitutionnel, mis à part deux dispositions, la création d'un parquet numérique national et la création d'un observatoire de la haine en ligne auprès du CSA. Et donc là, on a commencé à toucher du doigt en disant ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ces plateformes, ce qui les caractérise, elles n'ont pas de fonction éditoriale et elles travaillent à une très grande échelle. Tout le monde peut publier librement ce qu'il souhaite. Et donc, on a un problème de modération de contenu. Très vite, on est dans des ordres de grandeur, de centaines de millions de contenus. Il faut travailler par voie algorithmique et définir où est la limite de la liberté d'expression. Le débat qu'on vient d'avoir a montré que vous voyez, c'est déjà pas facile avec des intelligences humaines qui sont bien supérieures aux intelligences artificielles. Les intelligences artificielles n'y arrivent pas. Et donc, si la loi est trop vindicative en disant « je vous mets une obligation de résultat », ben, ça finit devant le Conseil constitutionnel qui détruit la loi. Et donc, une nouvelle tentative a été faite dans la loi renforçant les principes de la République en créant une obligation de moyens, en disant non, effectivement, on ne peut pas rester en obligation de résultat, c'est pas raisonnable pour des acteurs qui travaillent de manière algorithmique à très grande échelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas y aller. Et donc créer cette obligation de moyens, où ils doivent là aussi se doter de moyens pour essayer de lutter contre la diffusion des contenus haineux. Principe de transparence, c'est-à-dire que c'est extrêmement important. Ils doivent dire ce qu'ils font, ils doivent faire ce qu'ils disent, ils doivent le rendre public et on doit pouvoir le vérifier pour le crédibiliser. Parce que le gros problème qu'on a, c'est que on n'est jamais très sûr. C'est-à-dire qu'on voit toujours, on est tous confrontés à des contenus, on se dit mais celui-là, ils auraient dû l'enlever, on leur a signalé, ils l'ont pas enlevé. Alors à la fois, la question c'est, s'ils en ont eu, entre guillemets, 50 millions et qu'ils en ont enlevé 49,999 000, c'est pas grave les 1000 qui restent. Mais on n'arrive pas à mesurer ça. Et c'est pour ça qu'il y a un régulateur, et c'est pour ça, effectivement, c'est ça le métier que l'Arcom va avoir. Alors, à la fois, et je vais arrêter avec ce dernier point, la loi qui a été votée, elle a été votée en août 2021, le décret d'application a été pris en janvier 2022, et il y a un petit codicile dans la loi qui dit que la loi est éphémère et qu'elle disparaît le 31 décembre 2023. Ah oui, ça veut dire quoi, ça, justement, dans l'Outrel, ouais. Elle disparaît. Donc on commence tout juste à mettre en œuvre et on sait déjà qu'elle disparaît dans 22 mois là. Alors pourquoi ? Parce qu'on a fait en fait, on a fait une petite expérience il y a 2 ans où on a joué
on a fait un jeu de rôle. On a créé un vrai faux régulateur en prenant toute une série de gens dans la machine de l'État, un juge, une policière de la plateforme Pharos, un commandant de gendarmerie, le délégué interministériel, la DILCRA, la lutte contre... Vous connaissez la DILCRA, etc. Et on a fait un jeu de rôle avec Facebook en se disant, mais... Finalement, si on avait une loi, et si on met en œuvre une loi qui n'existe pas, et voyons quels enseignements on en tire. Alors on a tiré des enseignements très intéressants en disant, oui, le plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas ce que fait la plateforme, il nous faut un régime juridique de transparence très très dur. Et puis très vite, on a touché du doigt en disant, mais en fait, on a un petit problème de géographie. Parce que quand vous prenez un échange qui a lieu en français, sur Twitter, une série de gens qui vont échanger des tweets les plus affreux qui soient, et on ne sait pas dire s'ils sont en France. On sait qu'ils parlent français, mais ils sont peut-être en Pologne, ils sont peut-être en Irlande. Et donc, en fait, la plateforme, on ne sait pas l'enfermer dans une géographie. Et donc, très vite, on a touché du doigt que si, en France, on commençait à mettre des règles très précises en disant, vous devez faire ça, vous, la plateforme allait nous dire, mais les Allemands, ils ont voté une loi aussi, elle s'appelle NetzDG, et ils nous demandent de faire autre chose. Mais à la fin, il y a une seule plateforme, il y a un seul algorithme, comment on fait ? Et donc on a réalisé que les plateformes numériques, on ne sait pas vraiment Enfin, quand on a une victime, on sait où est la victime. Donc là, on retombe dans les juridictions et dans les géographies nationales, dans le droit national. Mais quand on veut exiger un comportement de la plateforme, il faut au moins travailler à l'échelle européenne. Et donc, moi aujourd'hui, je travaille pas à l'ARCOM, je travaille à l'ARCOM, un membre de l'ERGA. Et l'ERGA, c'est le réseau européen des régulateurs. Et la loi qu'on est en train de se préparer à mettre en œuvre, c'est en fait un galop d'essai qui vise à préparer le règlement européen, qui est déjà en discussion, c'est le DSA, l'acte sur les services numériques. Le DSA, c'est l'acronyme anglais. On espère qu'il sera adopté dans le semestre sous présidence française, comme l'a été il y a 2 jours la législation sœur, le DMA, qui est plus sur les problèmes économiques. Et en fait, on est en train de faire une répétition parce que on voit qu'effectivement, on se prend très vite les pieds dans le tapis dans ce monde numérique et qu'il faut qu'on change de paradigme. Il faut de plus en plus essayer de faire des lois qui sont pas trop spécifiques parce que ces plateformes, elles mutent en permanence, elles se réécrivent, elles changent. Et donc, il faut plutôt faire des lois, entre guillemets, qui créent des capacités institutionnelles, qui sont aussi agiles que les plateformes pour être capables de s'adapter aux problématiques et travailler en réseau. Travailler en réseau, c'est-à-dire on prend un texte européen, on le met en œuvre avec un réseau de régulateurs où collectivement on interprète le règlement, mais après chacun revient dans son territoire pour vérifier si ça fonctionne bien, voir si, vu de chez nous, la plateforme se comporte comme on l'attend, puis on retourne au niveau européen si collectivement on voit qu'il y a un problème. Même nous, après ARCOM, on sera aussi une tête de réseau. Il va falloir qu'on descende en disant mais c'est pas seul, on va pas surveiller l'internet, on va travailler avec la société civile. Il nous faut parce qu'on travaille avec un matériau sensible quand même, qui est de l'expression citoyenne, et donc il nous faut des partenaires comme la LICRA. Il nous faudra des partenaires sur une base territoriale. On travaillera aussi avec les autorités publiques judiciaires. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire dans une démarche extrêmement agile, vous voyez, où en essayant de commencer, en fait, le Parlement français a voté le texte européen, le projet de texte européen, pour qu'on commence à le mettre en œuvre et qu'on anticipe du coup et qu'on soit une avant-garde pour permettre que quand le texte européen arrive, on saura comment le mettre en œuvre et on espère même influer la rédaction finale du texte européen. Merci infiniment, Benoît Loutrel, c'est passionnant. Alors, juste en un mot, pour compléter votre témoignage très très intéressant, vous diriez que ça participe aussi, pour être clair, d'un repositionnement des missions de l'ARCOM au vu de cette délinquance numérique qui devient un challenge au fond aussi important que, pardonnez-moi l'expression, la surveillance des antennes, des radios et des télévisions. Et tout à fait, parce qu'en fait, vous êtes bien placé pour le savoir, l'antisémitisme, par exemple, n'a pas été inventé avec la création des réseaux sociaux. La haine en ligne, tout ça est bien antérieur. Par contre, au moment de l'affaire Dreyfus, le challenge pour des régulateurs comme vous, qui n'existaient pas au sein du CSA, bien sûr, mais c'était la libre parole de Drummond. Comment on fait pour contrer, réguler, sans l'arsenal juridique qui n'existait pas, la libre parole de Drummond. Les Drummond d'aujourd'hui, effectivement, ils ne sont pas dans la presse, ils ne sont pas à la télévision, ils sont sur les plateformes numériques. On est bien d'accord. Et en fait, il y a un seul espace informationnel. Dans cet espace informationnel, c'est le forum au temps des Romains, sont apparus en plus
les médias audiovisuels, la presse, les médias audiovisuels qui sont des énormes accélérateurs, et maintenant il y a ces nouveaux accélérateurs numériques que sont les réseaux sociaux. Et donc, entre guillemets, l'Arcom, c'est le régulateur des accélérateurs, des médias, qu'ils soient audiovisuels ou des médias algorithmiques, réseaux sociaux numériques. Merci infiniment, c'est passionnant. En tout cas, on est au cœur du sujet aussi. On vous applaudit chaleureusement, Benoît Loutrel. Alors, je ne veux pas vous frustrer du moment qui est important aussi dans un congrès de la LICRA. Le président Stasi y tient beaucoup, il a raison. La LICRA, elle est démocratique, donc il faut que chacun puisse parler et puis interpeller nos orateurs. Mais peut-être encore un mot, parce qu'on est au cœur d'un sujet passionnant, où au fond on est à l'interface du juridique et de l'idéologique. Et c'est assez difficile parfois d'en démêler les enjeux. On vient de le voir avec chacun de vos exposés. Redonnez la parole à Alain Ternoir. Benoît Loutrel, vous êtes dans votre rôle, vous ne m'avez pas répondu et vous avez raison. Vous êtes aussi astreint jusqu'à un certain point à un devoir de réserve. Vous n'allez pas mettre en cause tel ou tel oligarque des médias, même si chacun a dû décrypter ce à qui ou à quoi je pensais. On est dans la zone grise, dans certaines télévisions françaises, où évidemment, disons qu'il y a un discours décomplexé anti-musulman, mais qui ne franchit jamais totalement la frontière de la haine raciale, j'allais dire juridiquement punissable. Comment on fait aujourd'hui pour être vigilant vis-à-vis de ces écarts de langage qui ne tombent pas forcément stricto sensu sous le coup de la loi à l'Internoir? Je suis pas né de la dernière pluie. C'est pour ça que je vous le demande. J'ai en plus le privilège d'être issu d'une famille d'esprit qui a été victime en combat, avant et pendant la guerre, et sous les pires formes, de la vindicte, du racisme, de l'antisémitisme, des éléments politiques que vous pouvez savoir. J'ai moi-même toujours été vigilant. Et pourtant, on n'est jamais assez méfiant. Je vais vous prendre mon exemple personnel, relativement récent. Je crois que c'est en 2016, en tout cas c'est ce qu'il rappelle dans son dernier livre, un des candidats à l'élection présidentielle m'a contacté en me demandant comment j'avais pu, moi, homme entre guillemets de droite, gaulliste, pondre une telle loi. Je lui ai dit, mieux vaut en parler directement et de vive voix. Nous sommes d'abord rencontrés dans un café, aimablement. D'ailleurs, j'ai été surpris que les gens qui rentraient dans ce café avaient pour lui un certain intérêt. Nous n'étions pas en 2022. Et je lui ai expliqué les raisons que je vous ai données tout à l'heure, sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir. Et puis, conformément à des échanges qui peuvent intervenir entre un lecteur, je suis parmi d'autres journaux lecteur du Figaro, nous avons échangé des mails. Ce qui m'a amené souvent à pester à travers mes mails contre certaines de ses affirmations, notamment lorsqu'il déclarait que De Gaulle avait été à l'ombre dans la France libre, rejoint d'abord par les amis de Maurras. Je lui ai même signalé, mais ça n'a pas eu l'air de le troubler, que mon père, secrétaire du Conseil national de la Résistance, a été déporté après avoir été torturé par la Gestapo, parce que Maurras avait dans son journal, qui paraissait, le sien paraissait, n'est-ce pas, avait été l'Action française. L'Action française. L'adresse avait été nommément indiquée dans l'Action française où mon père a été arrêté le lendemain. Donc, c'est fâcheux. Ah non, ça, c'est une chose qu'il ne voulait pas reconnaître. Et c'est là où on s'aperçoit que quelquefois, on croit à la bonne foi des gens, qu'en réalité, ils ont de telles convictions qu'elles deviennent chez eux inébranlables, quels que soient les éléments de vérité qu'on puisse leur affirmer. Je l'ai reçu une deuxième fois. Après, il a dit on s'était vu plusieurs fois. J'ai reçu une deuxième fois chez moi, toujours avec une courtoisie qui est issue de mon éducation, pour laquelle je ne suis pour rien, n'est-ce pas? Et nous avons également devisé, et je lui ai dit, il me demandait de faire le contraire de ce que vous signaliez, n'est-ce pas? De dire à la magistrature comment il devait appliquer, ou plutôt ne pas appliquer ma loi.
je lui ai rappelé les éléments de la loi, qu'il semble d'ailleurs déjà bien connaître, mais qu'il l'avait déjà transgressé, qu'il s'apprêtait encore à transgresser, et que de toute façon, il n'était pas dans le rôle du législateur de dire aux magistrats comment ils doivent juger. Et la seule chose que j'étais en possibilité de dire, c'était qu'il faut respecter la liberté d'expression, qui est un droit fondamental, point c'est tout, et que la loi doit être fermement appliquée. Par la suite, j'ai découvert dans son dernier ouvrage qu'il évoquait notre rencontre à sa façon, en transformant évidemment mes propos et en laissant entendre que je lui aurais fait des promesses d'intervention que bien entendu je n'avais pas fait et qu'il voulait évidemment tourner en sa faveur. Par la suite, il a été encore amené à intervenir dans des médias, notamment à France Inter à la fin de l'année dernière, à la télévision, je crois que c'était assez à vous ensuite. J'ai dû faire une mise au point à France Inter que France Inter dont France Inter n'a pas fait état, mais ensuite, dans cet avou, Patrick Cohen a cité la lettre que j'avais envoyée, toujours de mise au point, mais ça ne changera rien au fait que quand vous avez des convictions tellement arrêtées, la bonne foi n'a pas de sens. C'est bien que vous ayez fait la mise au point ici. Vous voyez, on a prolongé le travail de l'ami Patrick Cohen. Alors, justement, en un mot, commençant, avant qu'on dialogue encore un quart d'heure, ça, c'est quand même aussi un des sujets. Même si on a parlé beaucoup juridique et à juste titre. Mais on est dans une zone grise, on le voit bien, entre le juridique et l'idéologique. Comment est-ce qu'on applique aujourd'hui notre vigilance humaniste et républicaine face à ces groupes de médias, ces oligopoles médiatiques extrêmement puissants, disons-le clairement, qui sont appuyés sur des groupes industriels et qui ont décidé de jouer le flirt avec la ligne rouge qu'évoquait tout à l'heure Maître Soskine. La lettre que j'ai envoyée à France Inter n'a pas été indiquée à France Inter, qui aurait dû le faire normalement, parce que j'avais été nommément mis en cause en étant utilisé comme étant favorable à l'abrogation de la loi, n'est-ce pas ? Bon, et vous avez bien compris que ce n'était pas mon état d'esprit, ni hier, ni aujourd'hui, ni certainement demain, n'est-ce pas ? Bon, mais un ancien journaliste, toujours en lien, je suppose, avec France Inter, l'a évoqué, c'était bien. J'ai envoyé des mises au point à certains journaux très ouverts aux écritures de ce monsieur. On m'a fait une réponse extrêmement aimable, courtoise, agréable, en disant qu'il n'y avait pas la place de me publier. Pas bon. Mais je comprends ça très bien, les journaux sont très occupés, surtout en cette campagne présidentielle. J'ai fait d'autres sollicitations. Il n'y a que ces jours-ci, par le pur hasard, Le Monde, qui dans le journal publié, daté du 23 mars, a fait un long article sous la signature de Franck Johannes, qui a mis un certain nombre de choses au point. Je lui suis reconnaissant. Et puis, bien entendu, DDV, qui m'a fait l'honneur d'une longue interview et dans lequel j'ai également indiqué ces éléments de mise au point. Mais vous voyez que la réaction du modeste ancien élu que je suis par rapport à quelqu'un qui tient la une permanente des médias est extrêmement modeste et peu écoutée. Et si je n'avais eu quelques, je ne veux pas dire complaisance, mais quelques oreilles attentives, vous ne seriez même pas en train de me poser la question parce que vous ne l'auriez pas su. Alors, c'est une question que je n'ai pas le temps de vous la poser, je ne vous la pose pas. D'ailleurs, je l'évoque, mais je ne la pose pas, vous n'y répondez pas. Peut-être que c'est un lien, évidemment, aussi avec l'époque dans laquelle nous sommes, plus largement, au-delà du juridique, qui est l'époque de la post-vérité. Mais on va y revenir avec les questions que vont nous poser forcément, que vont vous poser forcément nos amis. On a été un peu long, je suis désolé, mais on a 10 minutes de questions. On va dépasser légèrement la ligne rouge du temps et pas de l'idéologie. Avec l'autorisation du président Stasi. Allez-y, chers amis. Merci. J'ai 3 questions. On va essayer, vu le temps, hein. Alain, on va essayer, vu le temps, de rassembler des questions. D'accord. Si je peux me permettre, qui ne doivent pas, en raison du temps, c'est pas pour vous brider, hein, qui ne doivent pas être.
qui ne doivent pas être des témoignages, mais vraiment des questions, c'est-à-dire relativement concises. Mais je ne témoigne jamais. Mais 3 questions. La première... bon, s'il te plaît. La première, c'est... alors, je laisse de côté la question de la sortie de la loi de 81, puisque vous l'avez évoqué, on pourra en reparler. Mais une question qui me sollicite comme représentant de la LICRA à la CNCDH, c'est la question de le rapport racisme-antisémitisme. Je me souviens, pour avoir lu le livre d'Emmanuel de Bonneau, que Georges Zerafa, Georges Zerafa, peut-être en 1938, protestait contre la réduction de l'antisémitisme au racisme. Et l'évolution des choses aujourd'hui marque encore plus que jamais la nécessité de distinguer les choses sans renvoyer forcément l'antisémitisme à une communauté juive supposée. C'est plus large que ça. Bon, ça c'était ma première question. La deuxième question, c'est sur la question du crime de haine. Ma curiosité, parce que vous n'en avez pas fait état, mais je pense que tout ça est implicite, ma curiosité, c'est l'évolution, c'est celle de l'évolution des choses, je dirais l'évolution historique des choses. Nous sommes... Bon, il y a eu l'histoire du rapport Duclerc, et au-delà du rapport Duclerc, nous sommes devant... de la commission Duclerc, nous sommes devant des crimes contre l'humanité, les Ouïghours, les Rohingyas, etc. Est-ce que ça intervient? Est-ce que ces choses-là interviennent dans la prise en compte de ce qu'on appelle les crimes de haine? Peut-être, moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait garder l'expression crime contre l'humanité. Et puis ma troisième question, vous y avez fait allusion, le NetzDG, Netzdurchsetzungsgesetz, les Allemands ont un recul depuis janvier 2018 sur cette loi. Est-ce que ce recul nous permet ou vous permet d'appréhender les questions dont vous avez fait état, notamment de leur projection européenne? Est-ce que ça vous permet, en regardant ce qui s'est passé en Allemagne, de voir les choses plus exactement ou peut-être différemment? Voilà mes 3 questions, j'ai pas été trop long. Non, c'était parfait. Mission accomplie. Alors, on va vous répondre peut-être. Alors, commençons. Maître Susskind, vous voulez répondre peut-être à la première, je sais pas, non? Sinon, le colonel, vous pouvez répondre à la deuxième, c'est pour vous, hein, voilà, allez-y. La deuxième, c'est pour vous, hein. Prenez mon... Alors sur cette question de la distinction effectivement entre les crimes de haine et les crimes contre l'humanité, c'est bien pour ça que c'est au sein d'un seul et même office que 2 divisions existent, parce qu'il fallait effectivement faire ce continuum entre les crimes de haine et les crimes contre l'humanité. Et je vais être très brève, c'est-à-dire que pour nous, il est véritablement fondamental de lutter contre ces crimes de haine, parce que à l'origine des crimes contre l'humanité, on a nécessairement, et quels que soient les génocides qui ont pu être commis, on a eu nécessairement ces discours de haine initiaux qui ont conduit effectivement au massacre de populations qu'on a massacrées parce qu'elles étaient... parce qu'on leur reprochait ce qu'elles avaient. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a véritablement voulu que ces 2 divisions d'enquête travaillent de manière commune, justement. Et c'est pour ça qu'il y a des échanges entre les 2 divisions, parce que l'un finalement ne va pas sans l'autre, en fait. Merci beaucoup. Alors, Benoît Loutrel, allez-y. Alors, la loi NetzDG en Allemagne, alors elle a été votée, elle est en vigueur, donc il y a déjà les premiers reculs. On en a vu plusieurs effets. Le premier, ça a été, comme la loi française qui n'a pas été votée, enfin été votée mais a été annulée derrière, ça a servi de déclencheur. C'est-à-dire qu'au niveau européen, les gens se sont dit, mais vous êtes en train de casser l'Internet en morceaux. Et les Allemands comme nous, on leur dit, oui, mais on est toujours dans le régime juridique de hébergeur au niveau européen, vous voulez pas en bouger, venez pas nous reprocher ce qu'on fait. Donc le premier effet de la loi NetzDG et des lois françaises, ça a été de créer le déclencheur politique au niveau européen pour dire oui, il faut sortir du régime juridique de hébergeur au niveau européen. Un deuxième enseignement qu'on a vu très vite, c'est quand même dire il faut aller très précautionneusement. Et les Allemands avaient dit si c'est manifestement illicite, ça doit être enlevé en 1 journée. Si c'est illicite, en 7 jours. Tout le monde s'est dit manifestement illicite, moi je sais ce que c'est. Je ne suis pas un magistrat, je regarde, je me dis c'est vraiment trop moche ça. Il faut l'enlever.
illicite, mais pas manifestement illicite, il n'y a qu'un magistrat qui peut répondre. Et donc là, on s'est dit, faut être précautionneux. Troisième chose qu'on a vue aussi, c'était très intéressant au niveau allemand. Il y a une disposition de la loi que les gens n'avaient pas tellement regardée, mais qui disait, à propos, vous devez publier des rapports définis par la loi. Et on a vu les plateformes changer d'attitude. C'est-à-dire que là, elles se sont dit, mais je faisais déjà des rapports de transparence, mais c'est moi qui les faisais dans mon coin, suivant un standard que je ne spécifiais pas, en ne faisant pas contrôler par qui que ce soit, et là, ça change tout. Et donc, on a eu la confirmation que de rendre une transparence légalement opposable, ça avait un effet. C'est-à-dire que brutalement, on sortait de l'autorégulation des plateformes, et que les plateformes commençaient à changer leurs attitudes parce qu'elles avaient à rendre compte avec un standard dur. Ce qu'on a vu aussi, c'était plus compliqué, c'est de dire, et les Allemands l'ont vu, on n'arrive pas à construire les statistiques parce qu'on n'arrive pas à recréer les géographies. La question est toujours la même. Combien y a-t-il de modérateurs en France pour Twitter ? La réponse est, la question est mal posée. Certaines fonctions de régulation, de modération, ne s'organisent pas sur une base géographique. Et souvent, il faut aller à une autre échelle, et donc il faut accepter de sortir de cette vision géographique. Et tout ça, ça nourrit la réflexion pour construire le texte européen actuel. Merci infiniment, Benoît Loutrel. Alors, un mot de Ilana Soskin. Alors, je vais répondre à 2 questions en une, oui. En fait. Au même titre qu'effectivement, Alain, tu dis il faut distinguer l'antisémitisme du racisme. Nous, on applique la loi devant les tribunaux. Moi, j'ai envie de dire il faut distinguer les plateformes entre elles. Et on parle là, devant vous, de plateforme de manière générale, comme s'il y avait la plateforme. Et dans les conditions de modération et dans les obligations de transparence, pour moi, on ne peut pas parler de plateforme. On peut parler de YouTube et de Facebook d'un côté, et on doit parler de Twitter de l'autre. Et c'est important de le signaler, parce que quand bien même on impose, et c'était déjà le cas, l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique impose depuis des années des obligations de transparence, oblige aux plateformes de rendre compte du nombre de modérateurs qu'elles ont, des moyens humains qu'elles mettent à disposition de leur plateforme pour lutter contre les contenus haineux. Et on a une plateforme qui s'appelle Twitter, quand bien même la loi le lui impose depuis des années, quand bien même elle y est condamnée en juin dernier par le tribunal judiciaire de Paris, quand bien même elle y est encore condamnée en appel il n'y a pas si longtemps, il y a 1 mois, la plateforme Twitter, alors qu'elle a la loi qui lui impose, des juridictions qui lui imposent, ne nous dit pas combien elle a de modérateurs, ne nous dit pas combien il y a de tweets illicites qui doivent être supprimés et signalés, et ne joue pas le jeu. Donc, à un moment, on va avoir les dispositifs qu'on va avoir avec le DSA, on a les dispositifs qu'on a avec la LCEN, on a les décisions qu'on obtient devant les juridictions, et on n'a pas des plateformes. On a certaines plateformes et on a Twitter. Alors, Maître Soskin, moi je mets les pieds dans le plat, c'est mon rôle. Je le sais, parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises. Certains médecins, pendant la longue crise sanitaire, certains médecins français se sont plaints de voir déréférencer certaines de leurs vidéos par YouTube que nous célébrons ici pour son impartialité. Mais est-ce que YouTube est toujours impartial dans l'ensemble des sujets qu'il a à arbitrer ? Et pourquoi certains médecins, je pense au docteur Perron, on en pense qu'on veut par ailleurs, a-t-il été déréférencé sur certaines de ces vidéos par YouTube, d'après vous, d'après votre expertise juridique ? Je ne peux pas vous répondre sur les questions qui sont en dehors de la haine en ligne. Moi, je peux vous répondre très concrètement parce que la LICRA est un street flagger. Ça veut dire qu'avec les équipes du service juridique et moi-même, on signale à YouTube, on signale à Facebook et on signale à Twitter des vidéos qui sont tantôt supprimées, tantôt non supprimées. Donc, je suis parfaitement à même de vous répondre sur la modération et sur l'arbitraire ou non, sur la compréhension ou non du racisme, de l'antisémitisme et des nécessités de suppression. En revanche, je suis navrée, ça dépasse mon champ de compétences de vous dire et je vous mentirais que vous donner une réponse, elle ne pourrait être qu'approximative, ce que je me refuse de faire. Merci beaucoup. Alors, on va prendre d'autres questions. Oui, une question très courte. Êtes-vous favorable ou défavorable à l'interdiction de l'anonymat ou du pseudonymat sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter ? Et pensez-vous que ça aiderait à lutter contre les discours de haine en ligne ? C'est encore pour vous, chère Ilana. Alors, je suis très défavorable et pour M. Loutrel aussi. Je suis très défavorable à l'abolition du pseudonymat. Pour moi, c'est important, quand on est un auteur, de pouvoir s'exprimer sous forme de pseudonyme. Ce qui est très important, c'est que le pseudonyme il peut se rattacher à une adresse IP. L'adresse IP, c'est ce qui permet d'identifier les gens, à une adresse IP valable. Et pour moi, tant qu'on ne fait rien d'illégal, il n'y a pas de raison d'être obligé de donner son identité.
Seulement à partir du moment où on est sur la ligne, on dépasse la ligne, on fait quelque chose d'illégal, et qu'on demande qu'il y a des réquisitions qui sont effectuées auprès des plateformes, et que ces réquisitions ne donnent pas lieu à des poursuites parce que la personne se cache derrière un VPN, derrière une adresse IP masquée, là on a un vrai problème, parce qu'on ne peut pas poursuivre les gens, parce qu'ils ne peuvent pas répondre des délits qu'ils commettent. Donc je suis absolument pour la lutte contre l'anonymat, mais pas pour une lutte contre l'anonymat absolu, pour une lutte contre l'anonymat dès lors qu'une personne franchit la ligne et que sa responsabilité doit être recherchée. Tant qu'on est dans les clous, on a le droit d'avoir un pseudonyme, on a le droit d'être libre de s'exprimer sous son nom. On se souvient, Romain Gary, enfin, des millions de gens ont eu des pseudonymes et ce n'est pas si grave. Ce qui est important, c'est le moment où on franchit la ligne et où on se cache derrière des adresses qui ne permettent pas de nous retrouver. Et parfois, des pseudonymes créent de grandes œuvres littéraires. Vous avez raison de le rappeler avec Émile Ajar. Alors, Benoît Loutrel, sur le pseudonymat. Je crois que tout a été dit. Après, ce qui est intéressant, vous parliez de Twitter, notamment. C'est intéressant au sens où, vous voyez, ils ont un système où vous pouvez avoir des comptes authentifiés. Et alors, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on y réfléchit, c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'une partie de la réflexion, ce ne serait pas de dire, mais il faut peut-être demander aux plateformes d'être plus généreuses ou d'utiliser plus le fait qu'il y a des comptes, entre guillemets, où où le pseudonymat est autorisé, mais il y a des comptes où les gens sont clairement identifiés. Et plus il y en aura, moins je pense qu'on aura de problèmes de haine en ligne. Réfléchissez typiquement si vous utilisez une plateforme comme LinkedIn, qui est une plateforme plus professionnelle où vous pouvez mettre vos CV et où, entre guillemets, quasiment tout le monde est sous sa vraie identité. Eh bien, en fait, on voit bien qu'il y a peu de problèmes de modération sur LinkedIn. Donc, il y a des pistes à creuser là, je pense. Nous, notre objectif, c'est que ce débat il ait lieu publiquement. C'est pas l'Arcom qui décidera ça. Il y aura peut-être des législations, mais en tout cas, qu'on arrive à stimuler le débat sur ce type de sujet. On va prendre encore deux. Merci beaucoup. On va prendre encore deux questions, de courtes questions, et puis après on va clore la séance. Il n'y a pas de questions. Votre curiosité a été totalement. Non, il y a une dame. Voilà. Allez-y, madame. Et vous allez conclure. Bonjour, Françoise Tenenbaum. Je ne vais pas conclure, mais simplement vous poser une question. Il y a quelques années, j'ai été attaquée parce qu'on m'avait vu dans la presse en tant qu'élue locale, entourée de femmes voilées, et d'autres femmes d'ailleurs. Et donc, il y a eu des groupuscules qui m'ont attaquée, j'ai porté plainte, et au bout d'un an, on m'a dit, on peut rien faire, c'est des sites qui sont à l'étranger. Je trouve ça anormal. Merci beaucoup. Alors là, je me tourne vers nos juristes émérites. Oui, peut-être vous. Oui, je vous en prie, allez-y. Alors, c'est vrai que ça, c'est une des plus grosses difficultés auxquelles la justice peut être confrontée. C'est quand les hébergeurs sont eux-mêmes à l'étranger et se donnent pour mission d'assurer l'anonymat aux personnes qui créent des sites par eux. Alors, j'avoue, mais peut-être quelqu'un ça. Il me semble qu'il y a une grosse réflexion. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit encore dans la loi, mais peut-être que j'ai loupé une étape. Mais il y avait une grosse réflexion sur imposer un représentant en France de chaque hébergeur, chaque site, pour qu'on puisse avoir quelqu'un à qui s'adresser. Mais je sais que c'est une réflexion, je ne crois pas qu'elle ait encore abouti parce que je pense que c'est même techniquement extrêmement compliqué à faire. Et voilà, donc malheureusement, ça, c'est les réseaux sociaux sont notre plus grosse barrière et notre réflexion. Mais quand on est déjà aux hébergeurs. Alors, on avait à Paris, et je crois que vraiment ça s'est multiplié depuis mon départ, décidé dans ces cas-là, puisqu'il y a les hébergeurs et les fournisseurs d'accès, c'est-à-dire qu'en gros, il y a celui qui donne la possibilité d'avoir un site et puis celui qui donne le tuyau pour qu'on ait l'information. On a assigné les fournisseurs d'accès en référé devant la justice pour leur demander de bloquer l'accès
aux pages Internet. Ça a été une façon pour nous de trouver une solution quand on n'arrivait pas à trouver les auteurs, qu'on n'arrivait à poursuivre personne, et sachant que les fournisseurs d'accès ne sont pas responsables des contenus, ça nous permettait de bloquer l'accès. Alors c'est difficile parce que les gens sont forts et réouvrent d'autres pages avec un autre nom, mais voilà, ça donnait un moyen au moins que le message ne soit plus diffusé. Merci infiniment pour cette réponse très claire. Alors, avant que Président Stasi conclue cette passionnante séance, et avant aussi de vous remercier chaleureusement tous les 5, j'aimerais qu'on cède la parole au Président Terre-Noire juste 1 minute, mon cher Mario. Oui, non, c'est juste une question. Non pas pour faire une synthèse. Ah, tu as une question? Ah oui, j'ai une question. Vas-y alors. Oui, c'est une question qu'Annabelle Philippe a abordée et qui est très chère à la LICRA dans ses combats, c'est celle de la sortie de la loi de 69. Non, je la connais quand même. Enfin, je suis avocat, Alain, ça suffit. Et puis, j'ai même plaidé aux côtés d'Annabelle. Bon. La sortie, donc, la loi de 72, de la loi sur la presse, c'est un des combats de la LICRA que nous portons, puisque nous sommes de ceux qui considérons que le mot engage et que le mot peut même tuer, parfois, tel dans un enchaînement de violences. Il y a certes des modifications dernièrement législatives qui ont permis de faire comparaître plus rapidement par des passerelles, enfin bon bref. Que pensez-vous, sauf évidemment la représentante de la LICRA, l'un et l'autre, de cette sortie de la loi de 1881, le but étant de faire du délinquant raciste non plus un délinquant d'exception qui bénéficie d'une loi de liberté, car la loi de 1881, c'est une loi de liberté, mais d'en faire un délinquant ordinaire, avec les droits, les obligations, le contradictoire et la même défense qu'un délinquant ordinaire se doit d'avoir dans une société civilisée et démocratique. Je voudrais avoir, monsieur le député, madame, monsieur, chère Annabelle, votre point de vue sur cette question. Merci, mon cher Mario. C'est très, très précisément ce que j'allais vous dire. Le temps est venu de donner à la loi de 72 un environnement juridique et judiciaire plus élargi, en la sortant de la loi de liberté qui est la loi de 81, en lui donnant une spécificité dans le cadre du code pénal, du code de procédure pénale, qui permettent d'ailleurs de profiter des ajouts qui ont été indiqués ou des questions qui ne sont pas encore résolues, qui viennent d'être posées. Parce que malheureusement, comme on l'a dit les uns et les autres, elle est toujours d'actualité et elle a besoin de s'élargir. Et il y a, comme ça a été dit aussi au début, un problème de vocabulaire. Juste un petit élément d'actualité. Avez-vous remarqué que le cher monsieur Poutine traite les Ukrainiens de nazis? Il est quand même à court de vocabulaire, parce que, en gros, le monde entier, sauf le petit monde qui l'entoure, d'oligarques, sait très bien que les Ukrainiens, sauf peut-être une petite minorité, un commando, n'a aucune référence, d'aucune sorte, avec le nazisme. Donc il y a un problème de vocabulaire qui pourrait être alors à la recherche de la nouvelle législation qui engloberait 72 et qui permettrait peut-être d'aborder plus clairement donner une réponse à la question que nous posons. Merci en tout cas, cher Alain Terre-Noire. Nous allons avoir tracé la nouvelle frontière du combat commun d'Alain Terre-Noire et de Mario Stasi et des équipes de la LICRA. Alors, Ilana Susskind, j'imagine que vous êtes en pointe aussi sur ce combat-là. Ah, vous ne vous y attendiez pas à celle-là, hein? Alors, on m'attend en tournant, donc non. Voilà, en toute transparence, Mario ne me donne pas la parole et je me refuse à m'exprimer sur cette question car j'ai un avis très mitigé. Voilà. Mais si, c'est le débat. C'est le débat, c'est le débat démocratique. Non, je me refuse à avoir une position. C'est le débat démocratique. Il ne faut pas avoir. C'est pas Vladimir Poutine. Hein, il ne va pas vous faire zigouiller. Hein. C'est une question de loyauté. Non. Je voudrais m'exprimer. C'est une question de loyauté. D'abord, attention aux comparaisons. Même sous le sceau de la rigolade. Et ensuite, je demandais l'avis de nos invités, mais c'était pas exclusif. C'était vu le temps qui nous était imparti. Oui, bien sûr. Non, mais tu as fait raison. Je suis loyal. C'est la dernière fois que tu viens, mais je suis démocrate. Ouais, je sais. J'ai scellé mon acte de décès à la LICRA, là. Benoît Loutrel. Moi, je vais invoquer mon devoir de réserve, mais du coup, je vais répondre à madame.
On voit de plus en plus, ça y est, les textes se mettent en place, notamment au niveau européen, pour organiser les passages de frontières. Alors ça vient petit à petit, mais c'est pour ça que depuis maintenant, il faut raisonner avec ces réseaux de régulateurs. On le voit par exemple sur les contenus qui font l'apologie du terrorisme. Il y a un règlement par exemple qui rentre en vigueur dans quelques mois, qui va être beaucoup plus efficace, permet aux autorités nationales de saisir un autre régulateur partout en Europe, d'avoir une réponse très rapide. C'est en train de se mettre en place. Et effectivement, dans les cas, parce qu'on aura toujours des sites web qui vont se déplacer hors d'Europe, les juridictions maintenant ont recours à des mécanismes de blocage, effectivement, pour intervenir là. C'est en train de prendre, on est en train de s'approprier cette nouvelle géographie numérique où il faut recréer des zones de droit par plaque. Et on voit qu'il y a une plaque européenne qui est en train de se mettre en place. C'est intéressant parce que tout le monde entier suit ce qui se passe en Europe. Les Américains n'arrivent pas à passer à l'acte et c'est intéressant, ils viennent dans le débat européen parce qu'ils voient que la dynamique est là en Europe et c'est le règlement général de protection des données. Et ça se généralise sur beaucoup de sujets. L'Europe donne le là. Merci beaucoup. Alors, Annabelle Philippe, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, presque de la fin. Alors, moi aussi, j'ai quand même un devoir de réserve et je ne suis pas censée dire ce que doit dire la loi, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet parce qu'on est j'ai été entendue par la commission Avia. Quand il y a des propositions de loi ou des projets de loi, les magistrats spécialistes d'une matière sont entendus. Donc je vais vous décevoir, mais je ne suis pas moi-même favorable à sortir ces infractions de la loi de la presse. Alors il y a beaucoup de raisons. On pense toujours très facilement à celui qui va avoir un propos très simple et avec lequel on est en désaccord. Et je pense qu'il faut quand même souligner toutes ces modifications de la loi que j'ai essayé de rappeler tout à l'heure et qui ont été vraiment d'énormes progrès et qui ont permis des poursuites beaucoup plus faciles, beaucoup plus nombreuses. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est arrivé au stade où on peut faire passer en comparution immédiate quelqu'un qui a un propos ostentoirement raciste, antisémite, sexiste, homophobe, voilà, on lui dit vous êtes un délinquant, ce propos il est interdit et vous allez en répondre tout de suite. Mais il y a aussi tous ces propos qu'on n'a pas envie de voir poursuivre dont certaines associations qui ne partagent pas vos idées ont envie de voir poursuivre. Et si on simplifie trop le débat, et ce n'est pas évidemment une critique que je pourrais faire vis-à-vis de collègues de juridiction du fond, mais malgré tout, quand on est dans cette loi de la presse, il y a une exigence de compréhension complète de cette procédure, de l'environnement juridique, de la liberté d'expression telle qu'elle est soulignée par la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça crée des débats où on doit se rappeler malgré tout que le principe, c'est de pouvoir s'exprimer et qu'il faut être vigilant en trop simplifiant et en faisant passer de l'autre côté dans le code pénal et dans le droit commun, à perdre cette vigilance-là et à se mettre à un peu ce que vous disiez tout à l'heure, entre le manifestement condamnable et ce qui n'est pas manifestement. Et parce que dans ce qui n'est pas manifestement, il y a des choses qu'il faut protéger, je pense que la loi de la presse les préserve mieux. Et il y a aussi dans la loi de la presse le fait qu'on poursuit celui qui tient le message, mais celui qui autorise la diffusion de ce message. Et voilà. Donc moi, j'y vois des avantages et je ne crois pas qu'on ne considère pas ces personnes-là comme des délinquants et je pense merci beaucoup Annabelle Philippe, on ne vous réconciliera pas, il y a un débat qui est ouvert d'ailleurs, qu'on ne va pas clore et je cède immédiatement la parole en vous remerciant chaleureusement tous les cinq pour ces exposés et ces Est-ce que je peux juste répondre parce que au président ça met en exergue mais je suis tout à fait d'accord. Mario, c'est toi qui conclus. Je suis et nous sommes tout à fait d'accord avec Madame Annabelle Philippe. Tout est dans la formation des magistrats. Et si à l'ENM, je ne parle évidemment pas de vous, mais si dans la majorité des juridictions, nous avions affaire à des magistrats qui étaient au fait de la loi sur la presse, avec ses incertitudes, ses prescriptions, ses difficultés, ses choses trappes, et qui étaient au fait, un tant soit peu, de la loi de 1972, en d'autres termes, si cela faisait partie
des modules obligatoires pour tout magistrat, nous ne nous poserions pas la question de savoir s'il faut juger différemment d'un délinquant ordinaire, un délinquant de presse, qui plus est, auteur de propos racistes ou antisémites. C'est donc un problème de formation. Nous y travaillons, nous intervenons déjà auprès de l'ENM. Une fois que ce problème aura été réglé, il n'y aura plus qu'un dernier pas à franchir. On est d'accord, Madame le procureur. Merci infiniment, cher Mario Stasi. Merci à tous les 5. Merci à vous, public.